moment le plus pénible d'un colloque est passé, puisque la présentation est faite, et que désormais, les choses sont dites les textes juridico-administratifs sont en effet importants, non pas simplement parce qu'ils proposent un certain nombre de mesures à prendre qui sont souhaitées par les auteurs de ces textes. Ce qui est intéressant d'analyser aussi, c'est l'imaginaire linguistique qui figure dans ces textes. Alors il y a tout un certain nombre d'anecdotes à ce sujet-là. Il y a la fameuse anecdote un petit peu apocryphe d'un sénateur américain répondant à un professeur inquiet de la baisse des crédits de l'enseignement des langues étrangères, répondant à ce professeur que Dieu parle en anglais, il n'y avait aucune raison de dépenser de l'argent pour faire des études dans des langues étrangères. Une autre anecdote est aussi intéressante de ce type de problème. C'est paru l'an dernier dans Le Monde au sujet de l'enseignement de l'arabe en France. Évidemment, il y a une nombreuse minorité d'origine arabe en France et paradoxalement, la langue arabe est très peu enseignée en France. Et il y a eu l'an dernier donc toute une série d'articles dans le journal Le Monde là-dessus. Et il y avait une anecdote là aussi tout à fait intéressante. C'est un professeur d'arabe qui était désireux pour des raisons tout à fait corporatistes de voir enseigner l'arabe dans un lycée parisien, qui va voir le proviseur et lui dit ça serait pas mal si on enseignait l'arabe. Et le proviseur lui répond mais il n'y a pas d'arabe dans le lycée. Et alors l'enseignant dit mais il n'y a pas d'anglais non plus. Et donc derrière se retrouve, j'allais dire, une façon de se représenter la langue en termes ethniques. L'arabe est une langue ethnique, l'anglais n'est pas une langue ethnique, etc. Et c'est la même chose, évidemment, lorsqu'il s'agit du domaine français, pour ce qui concerne la langue nationale. J'avoue que, au niveau de l'imaginaire linguistique, ça pose un certain nombre de problèmes sur lesquels je reviendrai, bien que le sénateur Lejean m'ait un peu coupé l'herbe sous le pied ce matin. Désolé, on ne s'était pas concerté. Donc, ces assises européennes du plurilinguisme de 2005, à la différence du texte que j'ai analysé hier, ont réuni des décideurs, des chercheurs, pour poser des questions linguistiques, effectivement, dans tous les enjeux politiques, culturels, économiques et sociaux au niveau des institutions européennes et de chacun des États membres. Le texte, explicitement, s'appuie sur des principes politiques démocratiques, tels que la citoyenneté européenne, qui serait une composante fondamentale de l'identité européenne. Alors il y a, j'allais dire, du point de vue de l'imaginaire linguistique, dès qu'on met le terme pluri, on a l'impression que c'est beaucoup mieux que le terme uni, par principe. Mais je ne suis pas sûr que le plurilinguisme soit absolument supérieur à l'unilinguisme. Il faudra qu'on me le démontre. Il faudra qu'on me le démontre dans la mesure où, premier point, quand même que je voudrais souligner, la France n'est pas du tout une exception dans le monde qui aurait une politique linguistique particulièrement pesante, particulièrement lourde, etc., etc. Il suffit de se pencher un petit peu sur les politiques linguistiques menées dans le monde. Il faut savoir quand même que, d'une part, il existe des sommets de chefs d'État, non pas simplement francophones, il existe des sommets de chefs d'État francophones, il existe des sommets de chefs d'État turcophones, à ma grande surprise. Ce qui veut dire que, j'allais dire, la mondialisation oblige probablement à la création d'empires linguistiques. Et, j'allais dire, la France, là-dedans, elle joue son rôle comme toutes les grandes puissances. Il n'y a pas d'exception française. Il n'y a pas d'exception française non plus au niveau, j'allais dire, d'un principe qui nous semble fondamental, c'est que l'unilinguisme n'est pas forcément une oppression. Elle peut l'être. En Turquie, par exemple, les Turcs, l'Atatürk, on en a parlé, je crois, ce matin, avaient inventé un concept extraordinaire, c'est le concept de langue interdite. Extraordinaire. C'est du cure.
C'est-à-dire que la liberté de la presse était affirmée, on était dans une république, donc on pouvait tout dire, mais on ne pouvait rien dire en kurde. Donc on pouvait tout dire en turc, mais pas en kurde. C'est assez extraordinaire. Alors ça a un petit peu changé aujourd'hui, mais je pense que le point de départ est intéressant. Alors pour reprendre, j'allais dire, l'histoire de la langue française telle qu'elle a été brossée par le sénateur Legendre ce matin même, il faut quand même insister, je crois, sur un point, c'est que toutes les mesures linguistiques prises en France, mesures de coercition, avaient tous un projet. Maintenant, évidemment, entre le projet et la réalité, les choses sont différentes, avaient tous un projet, tout basé sur un projet démocratique. Lorsque François Ier dit qu'il faut utiliser le français dans l'administration, d'abord, c'est pas contre les patois, parce que François Ier, les patois, il s'en moque complètement, c'est contre le latin. Et j'allais dire, c'est affirmer le pouvoir du roi contre le pouvoir de l'Église. Mais qu'est-ce qu'il dit de façon... Faire attention, c'est disant. Qu'est-ce qu'il dit dans cet fameux arrêt de Villers-Cotterêts qui comprend des centaines d'articles, dont 2 seulement sur la langue? Il dit simplement qu'il veut qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur les décisions de justice. Or, je vais dire, ça me semble tout à fait quelque chose qui va dans le sens de l'égalité, de la démocratie. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir 10 interprétations différentes en fonction des différents patois des décisions de justice. Lorsqu'on parle de la Révolution et du fameux Abbé Grégoire de 1794, lorsque les patoisans appellent la terreur linguistique, bon, il faut quand même savoir que le texte, vous le savez, monsieur le sénateur, le texte n'a eu que 1 mois d'existence législative, avant la chute de Robespierre. Donc, il faut quand même relativiser les choses, d'autant que le travail, je le rappelle quand même que ça n'est pas la politique de la Révolution. La politique initiale de la Révolution française, c'est de traduire dans les patois les décisions prises par les assemblées constituantes. Et puis au bout d'un moment, ils s'aperçoivent que 1, ça coûte cher, et que 2, c'est pas possible parce que tout simplement, le mot citoyen, qui est déjà une nouveauté dans le langage politique français, est encore plus une nouveauté dans des patois qui sont dépourvus de vocabulaire politique. Et donc, c'est abandonné en 1794. Mais bon, en 1794, les révolutionnaires se défendent contre l'ensemble de l'Europe monarchique. Et les armées de la République sont là pour y mettre le pape. La dernière... alors je passerai sur les détails sur les notions de langue régionale, j'en aurai pas le temps. Alors, ce qui est remarquable dans le texte des Assises européennes du plurilinguisme, c'est que le texte fait référence à diverses déclarations et manifestes dans des instruments nationaux et internationaux aux portées juridiques variables auxquels cette déclaration se réfère. C'est très intéressant parce que lorsqu'un texte juridique se réfère à 19 textes antérieurs pour affirmer une politique, ça signifie que ça ne marche pas. Excusez, si il faut affirmer 19 fois que quand un feu est rouge, il faut s'arrêter, il y a quand même un problème quelque part. C'est-à-dire que donc, ces politiques visant au plurilinguisme, il faut s'interroger, est-ce qu'elles marchent, est-ce qu'elles peuvent marcher face à la pression du marché. Et le cas d'Air France est tout à fait révélateur de ça, mais il y a aussi le scandale de France Télécom, qui, vous le savez, monsieur le sénateur, ne s'appelle plus France Télécom, mais s'appelle France Telecom, puisqu'on a supprimé les accents. Alors, même quand on cherche, je vais dire dans les détails, qu'on regarde comment ces textes posent un certain nombre de principes qui ont l'air tout simples, par exemple sur les stages Erasmus. Il est indiqué dans le rapport de ces assises que les stages Erasmus devraient être orientés vers le plurilinguisme, c'est-à-dire que la langue utilisée dans les stages devait être la langue du pays d'accueil.
Bon, moi, je me rends fréquemment en Roumanie pour y faire des cours de littérature francophone. Je ne vois pas pourquoi je ferais ces cours en roumain, alors que les étudiants roumains ont des cours de littérature francophone en roumain en permanence. Je veux dire, il me semble qu'il y a là une sorte de perversion qui me semble devoir être révisée. Autre point, le plurilinguisme est inséparable de l'affirmation d'une Europe politique, c'est-à-dire d'une conscience européenne. Et les langues n'étant pas séparables de la culture, l'identité de l'Europe serait faite de ses cultures et de ses langues anciennes et modernes. Alors là, ça va peut-être vous étonner, hein, mais on a inventé encore une fois les concepts, ça fonctionne bien, on a inventé le concept de langue ancestrale. Et les langues ancestrales en Europe, ce serait le latin et le grec. J'avoue que quand on a un tel niveau de réflexion, les bras vous en tombent. Il est assez, bon, le temps passe, il est assez curieux en outre de constater que ce texte européen, je le rappelle, est une charge virulente contre l'anglais, sans qu'on le nomme tout le temps. On parle il y a des circonlocutions, donc contre l'anglais soupçonné de dominer, pour des objectifs utilitaristes, tendant au monopole d'une seule langue de communication instrumentalisée, s'inscrivant dans le moule d'un économisme réducteur. Les Anglais sont des marchands, c'est bien connu. Le plus étonnant dans ce texte qui m'interroge, parce qu'on parle beaucoup de plurilinguisme depuis le début de ce colloque, c'est que ce texte condamne la traduction. Et là, j'avoue que je suis extrêmement étonné. Cette traduction, on le sait, n'est jamais exhaustive ni parfaite. On le sait. On s'en accommode depuis des siècles. Et j'allais dire, il semble que ce soit la nouvelle, la nouvelle architecture linguistique, celle qui fait que l'anglais joue le rôle de langue tierce entre deux locuteurs de langues différentes, qui obligerait à passer nécessairement à une étape qui serait que, au fond, pour aboutir à des objectifs d'intercompréhension entre les Européens, il faudrait nécessairement passer sur la mise en commun de langues de culture. Je ne dis pas l'anglo-américain, évidemment. Alors, moi, je suis très étonné parce qu'au fond, que ça soit sur la question des langues ou sur la question des traductions, on arrive toujours au même résultat. Il y a un index des traductions qui est confectionné par l'UNESCO en permanence, et on y apprend des choses tout à fait extraordinaires, c'est-à-dire que les États-Unis traduisent à peu près autant que la Finlande, ce qui est quand même révélateur. C'est-à-dire que autant, j'allais dire, l'anglais domine effectivement dans un certain nombre de domaines, autant les Anglais ne traduisent, enfin les Américains, pardon, excusez-moi, alors je sais pas, les Américains ne traduisent pas. Les Américains ne traduisent pas. Et j'allais dire, ça s'est révélé lorsque Leclésio a eu le prix Nobel. Hein, ça a été la catastrophe chez les maisons d'édition américaines parce qu'ils n'avaient aucune traduction de Leclésio et qu'ils ne pouvaient pas profiter du marché qui tout d'un coup s'ouvrait. Autre exemple qui est assez extraordinaire de ce point de vue-là, c'est la traduction de la qualité des traductions aussi. Alors Victor Hugo, par exemple, le traducteur américain, a enlevé toutes les obscénités, les gros mots de Victor Hugo, ce n'est pas la peine. On enlève. Le plus extraordinaire, je vous donne envie, parce que ça me touche personnellement, c'est la traduction de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe. Quand le deuxième sexe de Beauvoir est traduit, il est traduit à 80%, et le traducteur américain en enlève d'autorité 20% des notes qui sont sans. Jusqu'à ce que donc des féministes américaines s'aperçoivent du problème, demandent à l'éditeur qui est Knopf, qui est un grand éditeur américain, de refaire une traduction complète du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Knopf s'en désintéresse complètement et refuse
de refaire la traduction ancienne, et c'est avec les impôts du sénateur, avec le bureau du livre de New York, qui a été financé pour les Américains, pour les féministes américains, la traduction complète de Simone de Beauvoir. Je trouve que c'est assez extraordinaire pour cette côté. Donc je crois que pour essayer pour conclure, parce que je ne veux pas pour essayer de conclure, je crois que tous les problèmes que l'on pose, se tournent peut-être autour d'une opposition qui tend de plus en plus, à mon sens, à s'imposer, c'est l'opposition entre les industries culturelles et les humanités. L'industrie culturelle et les humanités, pourquoi? Parce que d'un côté, les industries culturelles ne sont pas concernées par les problèmes d'éthique, à la différence des humanités qui sont centrées sur les problèmes d'éthique. Les industries culturelles ne sont pas de la culture, tandis que les humanités sont du côté de la culture. Et de ce point de vue-là, aussi bien la traduction que le plurilinguisme se situent du même côté, c'est-à-dire du côté des humanités. Et c'est celui-là que nous avons tous le devoir, nous le faisons, je pense, et c'est ce côté-là que nous avons tous le devoir de défendre. Voilà, je vous remercie.